Lula en tête, mais avec seulement 5 points d'avance sur Jair Bolsonaro. Il faudra attendre le second tour pour connaître le prochain président brésilien. Kiev a annoncé dimanche la libération de la ville de Liman, un nœud ferroviaire stratégique dans la région de Donetsk. Selon des sondages de sortie des urnes, le parti de l'ancien Premier ministre conservateur Boyko Borisov est arrivé en tête des législatives ce dimanche en Bulgarie. Rien n'est encore fait au Brésil après le premier tour de l'élection présidentielle. Si Lula est bien en tête avec plus de 48% des voix, le candidat de gauche ne devance le président sortant Jair Bolsonaro que de 5 points, alors qu'il pouvait espérer s'imposer dès le premier tour. Une petite déception pour Lula, qui va désormais devoir batailler pour conserver son avance avant le second tour qui se tiendra dans un mois, le 30 octobre. J'ai toujours cru que nous allions gagner ces élections et ce que je peux vous dire, c'est que nous allons gagner ces élections. C'est juste une question de temps pour nous. Jair Bolsonaro s'est quant à lui réjoui d'être encore dans la course à l'issue de ce premier tour, alors que les derniers sondages prédisaient un écart plus large. Je pense que nous allons former une bonne alliance pour gagner les élections. Critiqué pour sa mauvaise gestion du Covid-19 et jugé responsable de la déforestation de l'Amazonie, entre autres, le candidat d'extrême droite a limité la casse et peut désormais envisager la victoire. Durant cet entre-deux tours qui s'annonce très tendu, les deux finalistes à la présidentielle vont tenter d'attirer les électeurs des candidats de centre-droit et de centre-gauche qui représentent à eux deux 7% des voix, soit près de 8 millions d'électeurs. Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros, crient ces soldats ukrainiens qui célèbrent la reconquête de la ville de Liman, un important nœud ferroviaire stratégique dans l'oblast de Donetsk, l'une des 4 régions récemment annexées par la Russie. Le président Volodymyr Zelensky a assuré que d'autres drapeaux ukrainiens flotteraient bientôt à nouveau sur le Donbass. Depuis 12h30, Liman est complètement libéré. Je remercie nos troupes, nos militaires. Gloire à l'Ukraine. De son côté, l'armée russe a affirmé avoir détruit 7 dépôts d'artillerie et de missiles dans les régions de Kharkiv, Zaporijjia, Mykolaïv et Donetsk. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre basé à Washington, Moscou priorise désormais la défense des territoires occupés dans le sud-est de l'Ukraine. La récente annexion de 4 régions non reconnues par la communauté internationale a été jugée légale par la Cour constitutionnelle russe. Elle doit désormais être ratifiée par la Douma. Par ailleurs, le bilan d'un bombardement vendredi sur un convoi de véhicules civils dans la région de Zaporijjia a grimpé dimanche à 31 morts. Kiev a évoqué 3 missiles tirés par l'armée russe. Située à une centaine de kilomètres de Kherson, ville occupée par les Russes depuis début mars, Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, vit au rythme des bombardements. Cette nuit-là, les sirènes se mettent en marche à 4 heures du matin pour quelques minutes. Des explosions sont audibles et dans l'hôtel proche du centre de la ville, des résidents décident de se réfugier dans un sous-sol. Une chance, l'abri ne se trouve qu'à quelques pas, ce qui n'est pas le cas dans toutes les villes ukrainiennes frappées. Notre envoyé spécial a accompagné ses habitants. Nous sommes dans une pièce qui sert de réserve de nourriture et de local technique pour un restaurant à proximité de l'hôtel. Mais en ce moment, il semble que son objectif principal soit de donner aux habitants une sensation de sécurité. De retour à la résidence, des comptes locaux sur les réseaux sociaux indiquent qu'un bâtiment a été touché par un missile. Il est 5h30, les sirènes ont cessé, la ville est plongée dans le noir. Pas une seule voiture ne passe et aucune lumière n'est allumée. Mais pas pour longtemps. Le matin arrive et la vie reprend son cours. Des travaux sont déjà en train d'être effectués sur le bâtiment frappé dans la nuit. Et le corps d'une jeune femme retrouvée dans les décombres a été évacué.
venu vérifier l'appartement de sa tante qui a quitté Mykolaiv il y a quelques mois. Dimitro reste placide. L'appartement n'est pas trop endommagé. Il y a quelques impacts sur le toit et les fenêtres et les portes ont été soufflées par l'explosion. Penses-tu que cela va être réparé? Oh non, c'est fini. C'est impossible de vivre ici maintenant. Il y a un étudiant en langues étrangères était chez lui quand 2 roquettes ont atterri dans son quartier 2 nuits auparavant. L'une dans la cour intérieure et l'autre sur l'immeuble à côté du sien. Certains habitants ont été gravement blessés. Oui, je me tenais dans la cuisine au moment du tir. L'explosion m'a projeté contre le mur et la deuxième a soufflé les cadres de nos fenêtres. Si vous regardez là-bas, 4 ou 6 appartements ont été détruits. Les habitants ont été évacués, nous avons des problèmes avec l'eau, l'électricité et Internet aussi. Les autorités ukrainiennes disent que des drones suicides ou kamikazes et des missiles S-300 ont été utilisés dans ces attaques récentes. Début septembre, le gouverneur régional estimait qu'entre 200 000 et 230 000 personnes vivent actuellement à Mykolaiv. C'est environ 2 fois moins qu'avant la guerre. Sa région borde les nouveaux territoires annexés par Moscou. Selon des sondages de sortie des urnes, le parti de l'ancien Premier ministre conservateur Boyko Borisov est arrivé en tête des législatives ce dimanche en Bulgarie. Mais cette première place ne lui garantit pas un retour au pouvoir. Sa formation Gerb aurait recueilli environ 25% des suffrages devant Continuons le changement, le parti de son rival centriste anticorruption Kirill Petkov, qui obtiendrait autour de 19% selon les chiffres donnés par plusieurs instituts. Kirill Petkov a d'ores et déjà refusé toute alliance avec celui qui incarne à ses yeux le passé corrompu de la Bulgarie. Face à un parlement qui s'annonce fragmenté, les analystes prédisent de longues négociations. La formation ultranationaliste et proche du Kremlin Vazrajdan obtiendrait quant à elle 10% des voix. Pour ces législatives, les 4e en 18 mois seulement, le taux de participation a été historiquement bas, 25% à 16 heures, comme en novembre 2021. Aux États-Unis, le bilan des victimes s'est encore alourdi après le passage de l'ouragan Ian. À ce stade, au moins 62 personnes ont perdu la vie lorsque l'ouragan a frappé les zones côtières de la Floride. Les gardes-côtes américains poursuivent toujours leurs opérations de recherche et de sauvetage. La puissante tempête a rasé des quartiers entiers et détruit des lignes électriques et des ponts lorsqu'elle a touché terre mercredi dernier. Au Yémen, l'ONU s'active pour tenter de prolonger le cessez-le-feu qui vient d'expirer ce dimanche soir entre le gouvernement yéménite et la milice Houthi soutenue par l'Iran. L'envoyé spécial des Nations Unies a rencontré le président du Conseil présidentiel du Yémen. Le cessez-le-feu a déjà été prolongé à 2 reprises dans ce pays ravagé depuis 2014 par la guerre et la famine. La conférence annuelle des conservateurs britanniques sous haute protection dimanche. Le secrétaire d'État Jacob Rees-Mogg a dû être escorté par la police après avoir été interpellé par des manifestants en colère contre la hausse des prix au Royaume-Uni. Ce lundi, c'est le nouveau ministre des Finances Kwasi Kwarteng qui doit prendre la parole après l'annonce de mesures budgétaires controversées et alors qu'une récession menace le pays. Kalle Rovanperä s'est offert un beau cadeau au lendemain de son 22e anniversaire. Le Finlandais est devenu le plus jeune champion du monde des rallyes depuis la création du WRC il y a un demi-siècle. Il s'est assuré du titre ce dimanche en s'imposant en Nouvelle-Zélande devant le Français Sébastien Ogier, 8 fois sacré entre 2013 et 2021, et devant Odd Tanak, couronné en 2019. Après quelques week-ends compliqués pour lui, Kalle Rovanperä a réagi aux antipodes en signant sa 6e victoire de la saison au volant de sa Toyota. Oui, c'était un petit poids. Après quelques rallyes difficiles, le plus grand merci va à l'équipe, bien sûr. Ils ont fait une fusée cette année, une voiture fiable et rapide. Et même après les rallyes difficiles, ils ont toujours cru en nous, en nous donnant le meilleur soutien possible. Au classement, Kalle Rovanperä ne peut plus être rejoint d'ici la fin de la saison puisqu'il compte 64 points d'avance sur Odd Tanak. C'est donc sans la moindre pression qu'il disputera les 2 derniers rallyes prévus en Espagne et au Japon.